Bonjour à tous. Oui, au niveau son. C'est bon. Donc je suis Thomas Brennick, directeur du syndicat de la vallée de la Lèze. C'est un syndicat qui regroupe les 5 communautés de communes et communautés d'agglomération et qui nous ont transféré l'exercice de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas forcément en prime abord à des sujets de santé publique, mais là, sur cette question des cyanobactéries, on a été amené à intervenir, vu le lien avec la question des rivières. Alors, je vais vous faire part, effectivement, des points de vue de ce qu'on a pu rencontrer sur cette vallée, en vous présentant d'abord quelques éléments de contexte, les différentes études et suivis qui ont été menés, et puis les actions, les programmes d'action qui sont en cours de mise en place, et puis les questionnements qui restent toujours en suspens actuellement. Alors cette vallée de la Lèze se trouve au sud de Toulouse, à cheval sur les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne. C'est un territoire majoritairement rural, avec une influence périurbaine dans la partie nord de la vallée, l'influence de la métropole toulousaine, et donc un développement important de population, avec des communes qui vont de 80 habitants à 6000 habitants pour la partie aval, du côté de la Barthe-sur-Lèze. La Lèze s'étend sur un bassin versant de 350 km² et s'écoule sur 70 km depuis le massif du Plantorel au sud jusqu'à la confluence avec l'Ariège au nord. Donc on rencontre dans toute la partie sud, on rencontre un territoire de sylvopastoralisme, à peu près moitié de prairie, moitié de forêt, avec un peu d'élevage. Ensuite, à partir du verrou de Payès, on rentre dans un paysage de coteaux molassiques, donc les coteaux argilo-calcaires, avec un paysage dominé par les cultures céréalières. Et puis ensuite, dans la partie nord de la vallée s'élargit et donc au niveau du secteur où la Lèze rejoint l'Ariège, eh bien la vallée s'élargit pour faire 2 km de large et se jeter dans la rivière Ariège. Je vais vous dresser rapidement les enjeux sur cette vallée avant de rentrer plus spécifiquement sur les questions liées aux cyanobactéries. C'est une vallée où il y a un certain nombre d'usages assez importants, avec beaucoup d'irrigation sur les parcelles en fond de vallée, avec notamment des cultures des cultures de maïs semences par exemple, à forte valeur ajoutée, avec de la présence de baignade au niveau d'un lac de retenue qui est situé sur l'amont, le lac de Mondély, mais aussi au niveau du lac de Saint-Ibard qui est dans le secteur médian, et puis de la baignade et des enfants qui se rafraîchissent en été dans la rivière à plusieurs endroits, de la baignade au niveau de différents campings, il y a deux secteurs au moins de camping avec de la baignade, et puis voilà, beaucoup d'enfants qui vont se rafraîchir quand même dans la rivière. Il y a aussi de la pêche et puis il y a d'autres usages, comme des seuils de moulins qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de haut et on l'abordera tout à l'heure, ça peut avoir un impact. Cette vallée, la principale préoccupation des élus généralement porte sur la question des inondations, avec une succession de crues qui impactent fortement cette vallée. Vous voyez que la dernière grosse crue, c'est celle de juin 2000, qui est qualifiée de crue centenale, mais on a aussi des épisodes d'orages localisés, ça s'est encore produit cette nuit avec des orages violents qui sont tombés dans le secteur, plutôt orages de grêle, mais enfin des épisodes orageux qui se traduisent par des ruissellements et des coulées de boue sur les coteaux sensibles au phénomène de battance. Donc ça reste le principal sujet de préoccupation. On a aussi des enjeux d'étiage avec des niveaux qui peuvent descendre très bas. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un système d'irrigation relativement impactant. Et donc, la question de la gestion, l'équilibre entre les lâchers d'eau depuis la retenue de Mondély et puis les prélèvements d'eau tout au long de la vallée, eh bien, ça nécessite une gestion très fine pour faire en sorte d'équilibrer les prélèvements et la réalimentation indispensable. Et puis il y a des enjeux de qualité d'eau
Alors bon, des macro-déchets, des pollutions, pollutions aux hydrocarbures, hein, ce que vous pouvez voir là, mais je voulais attirer votre attention sur les deux images qui qualifient un petit peu cette rivière. C'est une rivière qui bascule très vite de la couleur marron quand il y a en mai-juin des orages. C'est une rivière qui bascule très vite au vert. Et donc, c'est vraisemblablement voilà, des développements de phytoplancton dans la colonne d'eau. Et puis, je vais vous parler aussi d'un certain nombre de constats qui nous laissent penser qu'il peut y avoir des problèmes sur ces questions de cyanobactéries. Alors, ces constats, c'est des constats qui sont opérés sur tout le cours de la rivière avec des rejets en rivière, parfois de couleur verte, parfois de couleur noire, des choses un peu surprenantes. C'est pas que de l'eau claire qui se rejette dans la rivière. Hein. Et donc dans la rivière, qu'est-ce qu'on observe? On observe la couleur verte, des amas d'algues, des flocs, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est quand on regarde le fond de la rivière, hein, on voit ce biofilm là, qui se développe, et puis par amas qui remonte en surface, qui se fait emporter. Et la caractéristique sur les trois seuils de l'aval, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Beaumont-sur-Lèze et la Gardelle-sur-Lèze, on observe que ces flocs s'accumulent parce qu'en fait, les retenues de moulin que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, en fait, la lame d'eau s'écoule sur 30 mètres de large, sur à peine 1 centimètre d'épaisseur. Et donc, en fait, il y a une accumulation qui s'opère en surface sur ces retenues de moulin. Donc, on a à la fois toute la colonne d'eau qui est teintée sans doute par les matières en suspension, par peut-être du phytoplancton, et puis on a des flocs qui sont en surface. Et ces flocs, quand on observe la rivière, en fait, c'est ce fameux biofilm qui se décolle et qui remonte, à la fois dans les secteurs lentiques, mais aussi dans les secteurs courants. On l'observe dans les deux. Alors, toutes ces observations visuelles, si vous voulez, on a essayé de faire le lien avec les différentes analyses de qualité qu'on a pu trouver, et notamment, les classements en zone vulnérable nitrate, les classements au titre de la directive 4 sur l'eau. Hein, là, c'est des extraits du rapport du SAGE des bassins versants des Pyrénées ariégeoises, hein, qui inclut le secteur de la Lèze. Alors, la Lèze, c'est ce grand linéaire rouge, hein, sur la carte, en fait. Donc, elle est classée en mauvais état au titre de l'état chimique et au titre de l'état écologique en état moyen à médiocre pour la partie aval. Principalement moyen, on va retenir moyen. Donc moyen pour l'état écologique et mauvais pour l'état chimique. Donc déjà une préoccupation sur la qualité générale de ce cours d'eau. Et pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passait, le syndicat a porté la réalisation d'une étude spécifique sur la qualité de l'eau sur la période 2015-2020. C'est une étude qui a été un peu longue, mais voilà. On a essayé de mieux comprendre et pour essayer d'orienter l'action publique. On s'est basé bien sûr pour ça sur les données de l'agence de l'eau, sur les données d'autocontrôle des stations d'épuration, et puis le bureau d'études qui a été mandaté pour cette opération, le bureau d'études OCA, a travaillé sur des profils en long, le suivi en continu à la barre pendant 1 an, et puis en s'appuyant sur les calculs de flux et la modélisation finalement, on a essayé de mieux cerner les enjeux de qualité sur cette rivière. Ce qui a été identifié, c'est qu'il y a 4 principaux postes de travail. D'une part, un excès de phosphore d'origine domestique et puis un excès d'azote d'origine agricole, hein, ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est plutôt une rivière de type Obélix. Voilà, on sait à peu près d'où viennent les problèmes. Donc ensuite, il y a cette notion d'étiage, hein, je vous le disais, en été, il y a une nécessité de vraiment équilibrer les lâchers d'eau et les prélèvements pour assurer un minimum d'eau dans la rivière. Et c'est quelque chose qui aurait plutôt tendance à s'améliorer. Et puis ensuite, il y a la question des seuils, puisque finalement, ces seuils de moulin peuvent créer des retenues qui, je vous disais, qui peuvent faire 5 mètres de haut au niveau du barrage, mais qui peuvent remonter sur 2 km de long. Donc c'est quand même des retenues assez conséquentes, puisque en fait, il y a 20% du linéaire du cours d'eau qui est ennoyé dans ces seuils de retenue, hein, ce qu'on appelle le taux d'étagement en fait, hein, 20% de taux d'étagement de la rivière. Donc c'est quand même assez important. Alors, dans le cadre de cette étude, eh bien, on s'est interrogé sur la présence de cyanobactéries et donc
les quelques prélèvements réalisés ont révélé la présence de cyanobactéries, alors le genre Oscillatoria. Et donc, c'est disons, les premiers éléments qui nous ont amenés à rentrer dans finalement ce sujet des cyanobactéries. Mais avec une interrogation, est-ce que cette présence, est-ce qu'elle est ponctuelle ou est-ce qu'elle se renouvelle dans l'année? Est-ce que ça présente un risque pour les activités dans l'eau? C'était la question en suspens. Et donc, l'Agence de l'eau a proposé de renouveler un prélèvement à l'automne 2023, qui ont confirmé, et notamment dans la retenue de Beaumont-sur-Lez, qui ont confirmé la présence de cyanobactéries avec, vous le voyez, 8600 cellules par millilitre, donc ce qui commence à révéler un taux significatif. Et donc, ça a amené l'Agence de l'eau à proposer un suivi un peu plus long sur une campagne estivale en 2024 avec 5 stations mesurées dans les secteurs où on avait identifié ces phénomènes d'eutrophisation dans les retenues et cette présence de flocs en surface. Et donc, 5 stations ont été identifiées avec 6 campagnes de mesure entre mai et octobre 2024 et des échantillonnages de phytoplancton qui ont été réalisés, le dosage de la chlorophylla et finalement les cyanobactéries benthiques. Donc tout ça révèle en fait la présence de cyanobactéries, mais plutôt en faible densité, avec tout de même la présence de formes filamenteuses toxinogènes. Et on retrouve avec un panel un peu plus large, Formidium, Oscillatoria, Spirulina, et puis une biomasse de bactéries qui est toujours préoccupante sur Beaumont-sur-Lez. Donc c'est une rivière où les élus nous en fait la question des cyanobactéries interroge et suscite des réactions dans la vallée avec des riverains, des habitants, des élus qui se posent la question: est-ce qu'on peut continuer à laisser les enfants se baigner dans la rivière? Est-ce qu'on peut continuer à laisser les chiens s'abreuver dans la rivière? Donc il y a des interrogations et on a un peu du mal à savoir quoi répondre finalement. Donc, face à ces différents enjeux, il y a un certain nombre d'actions qui ont commencé à être mises en œuvre. À l'issue de l'étude qualité, d'une part, l'amélioration des systèmes épuratoires a commencé à être engagée avec un gros travail sur les stations d'épuration pour essayer de mieux traiter, déjà de remettre aux normes les différentes stations d'épuration, essayer d'améliorer le traitement du phosphore avec des traitements tertiaires qui sont en train d'être installés dans les différentes stations, et la remise à plat des schémas directeurs, la mise en conformité de l'assainissement non collectif, même s'il y a le rythme de mise aux normes des assainissements collectifs, malheureusement, est relativement long, et donc on court après. C'est une pierre qui roule en permanence. Une évolution des pratiques agricoles, et notamment dans le cadre du projet européen Spongeworks, je vais vous en dire 2 mots. Et puis la gestion des étiages, qui est une préoccupation annuelle, avec des situations tendues quasiment chaque année. La gestion des seuils reste une préoccupation. Alors, ça évolue un peu. Le dernier arrêté préfectoral vient d'interdire les manœuvres de vannes en période estivale, ce qui améliore la gestion des étiages. Mais on a toujours cette problématique de surverse sur les seuils. Et puis, on essaye de travailler, dans le cadre des plans pluriannuels de gestion des rivières, sur la renaturation des cours d'eau. Alors, donc en termes de réhabilitation des stations d'épuration, le syndicat qui gère l'assainissement collectif s'est engagé sur un programme pluriannuel d'investissement de 5 millions d'euros pour remettre aux normes donc, les stations de l'Ezat-sur-Lez, Artigat, Saint-Martin-d'Oyde, le Fossat. Donc il y a des efforts qui sont faits pour reconstruire les stations qui sont hors d'usage et réhabiliter les réseaux d'assainissement. Donc vous voyez qu'il y a un effort qui est fait pour essayer de retenir à la source les nutriments. Et puis on travaille en partenariat avec les chambres d'agriculture de l'Ariège et de la Haute-Garonne sur la mise en œuvre d'un projet de recherche-innovation Spongeworks, projet européen dans lequel on essaye de favoriser la rétention d'eau le plus en amont possible, et on espère qu'au travers des couverts végétaux, des infrastructures agroécologiques, on va réussir aussi à limiter les flux d'azote qui partent vers la rivière. Donc un effort qui est fait aussi pour améliorer limiter en tout cas le flux d'azote. Voilà. Mais je vous dis, on continue à avoir
des préoccupations sur ce sujet des cyanobactéries. D'une part parce que les mesures réalisées en 2024, malheureusement, on est tombé sur une année, c'est peut-être la seule année au cours des 10 dernières années où on n'a pas noté de présence de phoques en surface sur les retenues. Donc c'était une année qui n'était pas propice au développement de ces fameux phoques. Donc est-ce que finalement le faible taux de cyanobactéries qui a été observé en 2024 est vraiment révélateur de la situation habituelle, ou est-ce qu'il serait nécessaire de renouveler ces protocoles pour essayer d'y voir plus clair, et notamment pouvoir répondre aux interrogations des maires? Est-ce qu'ils doivent procéder à des mesures de police ou pas? Est-ce qu'il faut restreindre les usages ou pas? Est-ce qu'il faut informer les populations? Je vous disais que un certain nombre d'élus s'étaient mobilisés et on a vu apparaître en bord de rivière des panneaux informatifs spontanément, des gens qui ont informé en disant attention, il y a peut-être des cyanobactéries, ça peut être dangereux. Alors, est-ce qu'on doit laisser ce genre d'information un petit peu spontanée, ou est-ce qu'il faut un cadrage plutôt administratif et un message un petit peu cadré avec les autorités ARS, les maires? Bon, je pencherais plutôt pour la deuxième option, personnellement, mais voilà. Si des mesures de police doivent être réalisées, finalement, de quel niveau est-ce que ça relève? En principe, c'est l'autorité locale, le maire, qui est chargé de la sécurité sur sa commune, mais sur un sujet comme ça, où on est sur 4 ou 5 communes qui sont concernées, finalement, on dépasse l'échelle communale, donc ça relèverait plutôt de mesures de police du préfet, dès lors qu'on dépasse l'échelle communale. Et donc ça pose la question finalement je le disais, de la coordination du message institutionnel, mais aussi finalement de toutes les études. Est-ce que ça a du sens que chaque maire fasse un profil de baignade pour son petit bout de rivière parce qu'il y a 10, 20, 30 gamins qui se baignent, qui se rafraîchissent en été dans la rivière? Est-ce qu'on a plutôt intérêt à mutualiser ces démarches et essayer d'avoir une lecture à l'échelle de l'axe Lèze? Au niveau des seuils de moulins, est-ce qu'il faut favoriser l'écoulement et l'évacuation des flocs en réalisant des échancrures sur ces grands seuils là, qui font 30 mètres de long pour concentrer l'écoulement et essayer de faire en sorte que les flocs s'évacuent davantage en surface? Mais est-ce que ça sera suffisant, ou est-ce que de toute façon on a des cyanos en suspension dans la colonne d'eau et que donc voilà, donc on peut s'interroger de savoir est-ce que finalement les cyanotoxines, est-ce qu'elles proviennent majoritairement de ces flocs en surface, ou est-ce que ça vient plutôt de la présence de cyanobactéries en suspension? Et je vous interrogeais tout à l'heure sur finalement les méthodes d'échantillonnage. Est-ce qu'il vaut mieux prélever en surface, dans la colonne d'eau? Est-ce qu'il faut mélanger un petit peu tout? Est-ce que finalement, en fonction du vent et du courant, est-ce que le prélèvement se fait au bon moment, au bon endroit pour vraiment caractériser les choses? Voilà un certain nombre d'interrogations sur lesquelles on reste encore un petit peu dans le flou et en eau trouble sur ces sujets-là. Merci pour votre attention. Merci bien. Faut pas partir au cas où il faut. faut pas s'échapper comme ça. Oui, bonjour à tous, Laurent Picane, communauté commune des Grands Lacs, donc nord du département des Landes, et en charge de la gestion des plans d'eau sur près de 10 000 hectares. Vous avez évoqué l'existence d'un PPGCE, vous avez évoqué la possibilité de faire des échancrures en crête de seuil. Est-ce que vous n'avez pas envisagé, dans le cadre de la continuité écologique, l'arasement des ouvrages? Oui, on l'a évoqué, on l'a commencé. On a réussi à supprimer un premier seuil de 1,50 m, situé plutôt sur l'amont en fait. Plutôt situé sur l'amont, le seuil de Payès. Donc en coordination avec la commune de Payès, on a réussi à enlever c'est presque le plus petit seuil de la vallée. Je vous disais qu'ils font jusqu'à 5 mètres de haut. Les autres seuils sont des anciens, c'est des seuils de moulins en fait, et la plupart ont vraisemblablement des droits d'eau fondés en titre. Et donc c'est des ouvrages qui, à titre patrimonial, leurs propriétaires ont un attachement à ces ouvrages, et la suppression des seuils sera vraisemblablement très compliquée. Donc on aborde le sujet de la continuité écologique au travers
d'une politique d'opportunité où on essaye de saisir, quand c'est possible, la possibilité d'abaisser ou de supprimer. Donc on est en train de travailler sur les seuils tout en aval, sur des seuils de pont du conseil départemental pour essayer de rétablir la continuité, mais il nous restera quand même les 5-6 gros seuils du secteur médian pour lesquels ça va être très compliqué d'envisager un contournement ou une mise en transparence. Dans ces seuils, il y a une caractéristique aussi, si je peux compléter, c'est le fait qu'il y a de la pêche aussi. On ne l'a pas trop évoqué ce matin, mais dans les usages, il y a une grosse interrogation de la part des pêcheurs. Ça fait partie des gens qui ont tendance à panoter aussi, les associations de pêche, qui alertent leurs pratiquants sur la présence de cyanobactéries et sans trop savoir quel message ou quel discours tenir vis-à-vis des pratiquants. Est-ce qu'on peut consommer ou pas le poisson dès lors qu'il y a des cyanobactéries dans la rivière? On a vu, alors on s'est rattaché à des publications d'une fédération, je ne sais plus, Fédération de pêche de la Vienne peut-être, qui a une page internet là-dessus, mais sans trop savoir quoi dire par rapport à la qualité de la chair du poisson en présence de cyanobactéries. Alors sur le chat, il y avait des questions. Quels sont les arguments réglementaires pour le maintien de la mise en place de cet arrêté de manœuvre de vanne alors qu'il y a un constat de bloom de cyanobactéries? En réalité, l'arrêté d'interdiction de manœuvre de vanne est lié à la régularité des débits, en fait. C'est une modalité qui permet de faciliter la gestion des débits. Et donc, ça n'a pas vraiment. Enfin, voilà, c'est essentiellement pour optimiser la gestion des débits dans la rivière. Pour expliquer, en fait. La rivière, elle a naturellement un débit d'étiage entre 100 et 200 litres par seconde. Le module est à 2000 litres seconde à l'embouchure. Les prélèvements peuvent, si tous les prélèvements se produisent en même temps, le cumul des prélèvements pourrait atteindre 1000 litres par seconde. Et donc, et les lâchers d'eau depuis le barrage de réalimentation, qui fait 4 millions de mètres cubes en tête de bassin versant, les lâchers d'eau peuvent aller jusqu'à 500-600 litres par seconde, mais pas plus. Donc en fait, c'est un système qui est finalement très intensif et qui est en capacité à assécher complètement la rivière. Et donc il faut vraiment une gestion très fine pour assurer, pour faire en sorte qu'il reste de l'eau à la sortie de la vallée. Il y a deux questions sur les usagers que je vais essayer de regrouper en une question. C'est la réaction qu'ont pu avoir les propriétaires de moulins à ces actions, et la réaction aussi des agriculteurs. Est-ce qu'il y a eu des actions pour limiter le ruissellement et l'apport de phosphore, et comment ont réagi éventuellement les agriculteurs? Alors, les propriétaires de moulins, je sais pas trop, je suis pas sûr que ce soit un sujet qui les préoccupe particulièrement en fait. Pour le monde agricole, la vallée est déjà classée en zone vulnérable nitrate depuis 2015. Donc il y a déjà des efforts qui sont faits et en termes de les règles agricoles sur les amendements, sur la tenue de la fractionnement des apports en azote. Il y a des efforts qui sont faits et de la recherche qui est faite par les agriculteurs de la vallée pour mettre en œuvre des mesures agroécologiques, pour faire des couverts végétaux, pour faire du semis sous couvert, pour mettre en place des infrastructures, planter des haies. Mais on le voit, il reste un flux d'azote qui est de l'ordre qui tourne autour des 18 grammes par litre, malgré le classement en zone vulnérable. Est-ce que ça répond à la question? Une dernière question, est-ce que vous avez été confronté à des alertes sanitaires? Alors, on n'a pas eu d'alerte sanitaire qui sont venues des autorités, en fait. Voilà, c'est plutôt une préoccupation qui vient de la base, je dirais, des citoyens, des élus locaux, qui s'interrogent sur la situation de cette rivière et qui se préoccupent, notamment en ayant vu, sans doute dans la presse, des situations problématiques sur des bassins versants à proximité ou un peu plus lointains.
Et donc, comment on fait face à cette situation? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut laisser les enfants jouer sans préoccupation? Ou est-ce qu'il faut informer quand même sur les règles de bonne pratique en matière de baignade? Rappeler aux gens que peut-être qu'il faut peut-être pas trop s'immerger dans la rivière quand même, que peut-être il faut se rappeler de prendre une douche rapidement après la baignade. Enfin, il y a peut-être des règles aussi de pratique dans les usages où on peut peut-être limiter les risques aussi et donc d'adapter les usages, d'adapter les usages pour limiter les risques liés à ces cyanobactéries. Pas que parler, des fois j'ai le droit de poser des questions. Non, c'est juste, tu as parlé d'abattement sur l'azote, mais est-ce qu'il y a des actions spécifiques pour le phosphore en plus sur le bassin versant, et donc du coup pas que agriculteurs, mais aussi autres usages, mais spécifiquement pour abattre le phosphore? Oui, on ne le voit plus, mais si vous voulez reprojeter la diapositive, il y a un gros effort qui est fait, avec notamment la mise en place de traitements tertiaires, même sur des stations récentes, stations d'épuration construites dans les années 2020, le traitement tertiaire n'était pas prévu initialement. Et donc il y a eu l'ajout d'un traitement tertiaire pour essayer de retenir le phosphore. Alors on espère que ça va porter des fruits, avec des questions sur la rémanence du phosphore. Est-ce qu'il est piégé dans les sédiments ou pas? Est-ce qu'il risque d'être relargué encore pendant 10 ou 20 ans, malgré les efforts qui sont faits dans les stations d'épuration? Est-ce que si on l'extrait, qu'est-ce qui va devenir ce phosphore finalement? S'il est mis dans les champs et puis qu'il retourne quand même à la rivière, est-ce que ça va marcher ou pas? L'étude avait montré que le phosphore dans la rivière était majoritairement du phosphore organique, donc du phosphore qui provient des excréments, et donc compliqué de réduire à la source. Là. Il y a 25 000 habitants sur la vallée, ça produit forcément un flux de phosphore. Et donc ce flux de phosphore, on essaye de le réduire au travers de ces différents dispositifs épuratoires. Alors, il y a d'autres, en complément de ce qui est fait par le SMDEA, sur le secteur aval, il y a aussi un système d'interconnexion où les rejets sont désormais exportés du bassin versant, considérant que finalement le milieu récepteur n'est pas en capacité à accueillir ce flux, et donc il y a un rejet direct maintenant pour le secteur de Haune. Le rejet se fait directement dans la rivière Ariège au lieu d'être rejeté dans un affluent de la Lèze. Donc, on a des milieux récepteurs qui ne sont peut-être pas en capacité à accepter tout ce flux. Et pour autant, les rejets d'eau usée constituent aussi une réalimentation de la rivière et donc un soutien d'étiage quelque part. Puisque c'est un apport net, c'est de l'eau externe qui vient par l'eau potable et majoritairement issue d'apports extérieurs. Donc voilà, on est obligé aussi de faire des choix entre la lecture quantitative et puis la lecture qualitative. Ok, merci. Je pense qu'on va... Bien, s'il n'y a pas d'autres... Merci beaucoup.